Voilà, donc merci de cet exposé, que je crois qui complète extrêmement bien ceux de la journée. Et j'appelle maintenant Monsieur Étienne Bouillet, qui est directeur du programme exploratoire et qui est directeur des programmes au CEA. Bon, bonjour à tous. Alors, il n'y a pas encore la présentation, mais le titre est un peu long et j'aurais pu finalement le faire un peu plus court en disant tout simplement, en essayant de répondre à une question. Comment un organisme de recherche, comment et pourquoi un organisme de recherche comme le CEA s'est saisi du sujet des métaux stratégiques. Alors pour ce faire, je vais commencer, c'est un peu classique, pour donner quelques infos sur l'organisme pour lequel je travaille. Ensuite, je vais essayer de dresser quelques stratégies qu'on a essayé d'adopter pour utiliser moins de métaux stratégiques dans les technologies que l'on développe, et en focalisant sur les nouvelles technologies pour l'énergie. Et donc j'illustrerai par la suite, dans le domaine de l'énergie, en basant sur le travaux de bon nombre de mes collègues. Là, je suis un petit peu le porte-parole de beaucoup de mes collègues, de beaucoup de laboratoires issus du CEA, en donnant des exemples sur la production, le transport, la conversion et le stockage de l'énergie électrique. Et puis ensuite, comme c'est un peu une actualité un peu forte pour nous, un petit focus sur les aimants permanents qui ont été évoqués à diverses reprises ce matin notamment. Je ne vais pas balayer tous les chiffres concernant le CA. Peut-être un chiffre intéressant, c'est le nombre de brevets. Alors comme vous voyez, beaucoup de brevets. C'est pas une fin en soi pour nous les brevets. C'est un outil qui permet de formaliser l'innovation. Et que cette innovation soit utile, vous avez dû voir tout à l'heure, voilà, notre devise quelque part, c'est de la recherche à l'industrie. Donc, on essaie finalement de de couvrir tout le spectre et d'aller jusqu'au dépôt de brevets. Et ces brevets, on peut les valoriser en les transférant, ce qui peut permettre la création de start-up. Vous voyez le nombre de chiffres. Et puis aussi un chiffre qui est relativement important puisqu'on va parler de projets. Toutes les activités que l'on mène, ça se fait au sein de projets. Ces projets, il faut les financer. Un indicateur important, c'est notamment notre activité au niveau européen. Le CEA est le deuxième, on va dire, récipiendaire de budget issus de projets européens derrière le CNRS au niveau européen. Donc c'est vraiment important, et puis je montrerai aussi pourquoi ces projets européens sont importants. Ça nous permet d'entrer dans des réseaux et d'enrichir nos visions sur certains sujets. Alors le CEA, donc voilà, on a essentiellement donc quatre divisions. On travaille sur la défense, les énergies bas carbone, nucléaire et non nucléaire, la recherche technologique, et puis en dessous de tout ça, on a cette recherche fondamentale, ce socle fondamental, c'est pour ça que je l'ai mis en bas de tout, qui vient irriguer finalement toutes les technologies, je dirais, tirées par les applications, quelles qu'elles soient. Justement, pour illustrer un petit peu l'espace que l'on essaie de couvrir dans le domaine de la recherche, c'est vraiment, alors on parlait du domaine des matériaux, on va vraiment du matériau jusqu'au système. Et ça, c'est un petit peu notre force, où on arrive à partir d'une recherche fondamentale dynamique et de convertir finalement l'essai pour aller juste en passant par le composant et en intégrant le composant pour aller vers l'objet complètement fini. Alors oui, on parlait des métaux stratégiques. Finalement, comment nous, on s'est saisi du sujet. Et si je peux parler de l'historique, en fait, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé nous concernant ? Un petit peu comme tout le monde, il y a eu des signaux d'alerte qui se sont traduits par un certain nombre de rapports, d'études, les fluctuations sur les prix de certaines matières. Donc là, ça a été déjà dit, ces études et ces matrices de criticité issues de l'Europe, les Américains n'étant pas en reste avec le département de l'énergie, nos amis aussi de centres de recherche communs européens ont aussi mené des études. Les Britanniques également, on va dire les homologues du BRGM en Grande-Bretagne, et puis aussi, on va dire certaines autorités compétentes, le Sénat, ont sorti des rapports via l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, etc. Donc là, je pourrais continuer à l'envi, puisque ces rapports, il y en a énormément. Alors finalement, c'est quoi le constat ? Il est relativement simple, je pense que ça a été déjà dit, c'est que les nouvelles technologies pour l'énergie sont particulièrement impactées, utilisatrices de métaux stratégiques. Ça a été dit tout à l'heure, elles sont même très gourmandes pour certaines. Et donc,
Il avait été décidé à l'époque, et là je me permettrai de mentionner un moment qui a été important pour nous, ça remonte à peu près à 11 ans, c'était en 2011, pratiquement jour pour jour, où notre administrateur général de l'époque, M. Bernard Bigot, en fait, avait, suite à une réunion autour des métaux stratégiques, avait défini certains objectifs, donc là j'en cite les principaux, qu'il avait alloués aux équipes du CEA travaillant sur ces sujets, anticiper les tensions sur la disponibilité des matières stratégiques pour les besoins actuels et pour les technologies en développement développées au sein de notre organisme, et puis sécuriser l'approvisionnement, c'est-à-dire aussi savoir comment se passer aussi de ces métaux stratégiques pour les technologies en utilisant nos moyens de recherche et d'innovation. Alors, je m'excuse de cette liste un petit peu à l'après-vert, mais ça permet de monter quels étaient les éléments de contexte. En tout cas, moi je considère que dans la nouvelle technologie de l'énergie, pour nous au CEA, ça a démarré à peu près en 2009, où on avait un partenariat assez fort avec un constructeur automobile dont le logo ressemble à un carré qu'on aurait comprimé sur une diagonale, et avec qui on était censé développer des nouvelles chimies de batteries. Et une des premières questions qui a été posée, c'est « Très bien, vous pouvez développer des nouvelles chimies de batteries, lithium-ion, mais quid de la fin de vie ?» Et pour la petite histoire, on nous a dit, nous, tiens, si vous savez faire des batteries, vous savez en construire, vous allez essayer de les déconstruire. Donc de commencer à travailler sur le recyclage des batteries. Comme ça a commencé. Et puis après, il y a eu un contexte extrêmement favorable au niveau national. Il y a eu la création du COMES. On a parlé de l'Alliance ANC, l'Alliance nationale pour la coordination de la recherche sur l'énergie, avec son groupe Romantique 2. Il y a aussi un projet de réseau qui s'appelait Platine, porté par le BRGM, auquel on participait, des pôles de compétitivité. L'Europe aussi, c'est très important. Là, ce que j'essaie de montrer, c'est que toute recherche, c'est quelque chose de collaboratif et on ne peut pas le faire tout seul, même si on est un grand organisme de recherche, CNRS, CEA, BRGM et autres. On a besoin de travailler avec d'autres partenaires. Donc là, je cite un certain nombre d'autres initiatives. Par exemple, l'AERTO, c'est l'agence européenne des centres de recherche, des Research and Technology Organization, où on avait commencé à travailler sur le recyclage. Et puis d'autres instruments sont venus. Un instrument en propre, initié par le CEA, Promesia. Je crois qu'ici, sur la table, on a une cheville ouvrière de Promesia, qui était donc un réseau qui existe toujours et qui a pour vocation de travailler sur les procédés pour l'extraction de minerais et puis aussi pour le recyclage. Et puis il y a l'ERMA, ça a été aussi mentionné tout à l'heure. Donc là, il y a tous les logos que vous pouvez voir. Voilà. Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc là, je reprends la liste des métaux critiques européens, la dernière en vigueur, celle de 2020. Alors, en gras, en fait, c'est les 4 substances qui ont été rajoutées par rapport à la liste précédente de 2017. Et qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, sur les technologies nouvelles de l'énergie, en fait, elles sont très gourmandes et on voit qu'il y a un besoin de diverses substances. Donc on voit il y a des métaux, mais il y a aussi des non-métaux, le graphite, la fluorite pour toute la chimie du fluor dont on a besoin. Donc voilà. Alors, comment on essaye d'aborder finalement cette problématique ? On a essayé finalement d'optimiser à la fois l'amont et l'aval, donc pour réduire l'empreinte technologique avec quelques priorités. Donc déjà, utiliser des matériaux et aussi les précurseurs de matériaux qui soient abondants, minimiser, voire éviter l'usage des matériaux stratégiques, promouvoir des procédés efficaces et si possible propres, et puis optimiser la conception, ce qu'on appelle de l'éco-conception, de l'éco-innovation, pour favoriser, la réparation, éventuellement le réusage, les secondes vies, et, in fine, faciliter les processus liés au recyclage. Alors, je vais parler de la substitution, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur la substitution, même avant qu'on évoque la problématique des métaux stratégiques. Et en fait, on a finalement 4 forces motrices. La première, c'est effectivement travailler, être à l'encontre de la problématique des métaux stratégiques. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt des contraintes. Seconde contrainte, il y a aussi beaucoup de substances, quelques substances qui sont bannies. On parle du cadmium, du chrome 6. Puis après, il y a tout ce qui est opportunité. Il y a quand même, dans tous les laboratoires du monde, qui sont très prolixes en innovation, des nouveaux matériaux qui sont abondants et non toxiques, et qui permettent d'ouvrir des espaces sur des nouvelles applications.
Il y a aussi, naturellement, toujours, là c'est plutôt la demande, un besoin continu de matériaux avec des propriétés améliorées, la performance, la durabilité par exemple. On peut aussi citer sur les procédés, il y a aussi beaucoup de choses qui se font en essayant de limiter la fabrication subtractive, c'est-à-dire quand typiquement, voilà, je veux faire un aimant permanent, je pars d'un lingot de néodyme Ferber et puis je vais l'usiner, je vais faire du copeau. Il y a peut-être d'autres alternatives qui pourraient être par exemple utiliser des méthodes additives, ce qu'on appelle la fabrication additive, qui permet d'éviter de copeaux et d'être au plus près de la forme finale. Donc là, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de faire de l'économie matière. Ensuite, alors, il y a tous les procédés qui sont quelque part plus verts, sans solvant, donc notamment avec l'usage de fluides supercritiques, où le CEA a une place particulièrement, un positionnement relativement fort sur ces technologies. On peut aussi convertir justement tous les procédés actuels pour qu'ils puissent accepter, on va dire, des matières premières ou des intrants qui soient alternatifs. Il y a beaucoup d'actions sur le CO2, comment valoriser le CO2, travailler sur le cycle du carbone, des matières biosourcées, ça a été évoqué je crois ce matin, et puis les matières recyclées. Et puis, comme d'habitude, il y a toujours un besoin constant de procéder aux performances croissantes. Voilà. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je vais citer quelques exemples, en commençant par la production de l'énergie. Bon, je vais passer sur cette planche, elle a été montrée ce matin par monsieur Nominé, et je vais aller directement sur une problématique sur laquelle on a travaillé depuis quelques années, sur la substitution de l'ITO, donc cette fameuse couche transparente oxyde à base d'indium, donc l'indium, un métal critique relativement important. Et une des approches, différentes approches possibles, et on a choisi de travailler sur des nanophiles métalliques, et en particulier sur des nanophiles d'argent. Vous allez me dire, remplacer de l'indium par de l'argent, alors l'argent, c'est pas un métal critique. C'est un métal noble, mais il n'est pas critique. Et je me retourne, voilà, je me confirme. Alors, l'idée, c'était effectivement de remplacer l'ITO, qui a quand même certaines limitations. Donc, c'est un métal stratégique. Les coûts sont relativement élevés. Il est fragile, c'est quelque chose, une matière fragile. Et donc, il nous fallait absolument trouver quelque chose qui ait la fonction de conducteur transparent et qui puisse aussi être flexible pour ouvrir à d'autres applications, pas seulement le photovoltaïque, mais beaucoup d'applications où il y a des displays, etc. Et donc, on a travaillé sur une technique de synthèse relativement simple, qui nous permettait en voie humide de synthétiser ces nanophiles d'argent. Et ces nanophiles d'argent, donc qui étaient en suspension, il fallait les appliquer sur un substrat. On a utilisé une technique relativement simple, peu coûteuse, la pulvérisation, un spray, qui nous permet donc d'étaler sur un substrat. Mais pour que le dispositif fonctionne, il faut naturellement que le système soit percollant, c'est-à-dire qu'on puisse connecter toutes les nanophiles, en tout cas pour avoir un passage de l'anode positif à l'anode négative, à l'électrode négative, pardon. Vous voyez une image même donc d'un réseau de nanophiles d'argent. Alors l'intérêt est quand même double. On substitue de l'indium par une autre substance qui est moins critique, et en plus on fait une économie matière parce qu'on substitue une couche continue par une couche discontinue. Là, le taux de recouvrement est d'à peu près 30%. Donc c'est un effet doublement bénéfique. Bon. Alors après, l'avantage c'est qu'en plus on arrive à avoir un bon recouvrement quelle que soit la rugosité du substrat. Alors beaucoup d'applications, initialement c'était beaucoup pour OPV, c'est le photovoltaïque organique. On avait des résultats relativement comparables à l'ITO. Et finalement, on a pu faire un transfert de technologie sur quelque chose qui était en dehors du photovoltaïque, mais c'était sur des couches résistives chauffantes. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, entre l'idée de travailler sur ces technologies-là, donc le développement du procédé de synthèse de nanophiles d'argent, le passage à l'échelle, l'intégration dans les dispositifs, etc. Le transfert de technologie s'est passé à peu près 10 ans. Voilà. Donc c'est un petit peu le temps avec des thèses, beaucoup de personnes, d'équipes, pas seulement CEA, l'Université de Grenoble, enfin beaucoup de partenaires. Voilà. Alors, je vais continuer sur le photovoltaïque, mais là, je vais passer de l'aspect matériaux à l'aspect système. On travaille aussi depuis quelques années sur le développement de modules photovoltaïques légers. Actuellement, un module photovoltaïque, c'est à peu près 11 à 12 kg par mètre carré.
Et pour certaines applications, notamment des applications militaires, liées au déploiement donc, de camps en opération, un cahier des charges précis nous avait été défini, à savoir développer des modules PV qui soient inférieurs, enfin, dont le poids soit inférieur à 4 kg par mètre carré, donc versus 12 kg par mètre carré. Donc ça nous a forcé à faire finalement de l'économie matière, de travailler sur l'efficacité matière sur tout le système. Donc là, c'est vraiment, on intègre la vision systémique. Et donc, on a réussi, dans le cadre d'un projet notamment financé par la DGA, de développer ces panneaux solaires que vous voyez qui sont fixés sur les toits de bâtiments, on va dire, démontables, hein, montables et démontables, d'arriver à cet objectif. Alors, on peut aller plus loin, et j'allais dire même plus haut. On a travaillé également avec Thales Alenia sur ces dirigeables stratosphériques, donc, qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des moteurs électriques. Donc il faut produire l'énergie à bord à partir de panneaux solaires. Alors je crois qu'ils sont à peu près à des altitudes à peu près 20 km. Et donc l'idée, c'était d'avoir des panneaux, mais encore nettement plus légers que ce qu'on a pu voir à l'instant. Et là, vous voyez, donc le cahier des charges, c'était non pas 12 kg par mètre carré, mais c'est 800 grammes par mètre carré. Donc ça force à faire des efforts extrêmement importants, et encore une fois, d'avoir une vision systémique, de savoir où gratter, où diminuer l'épaisseur, etc., où substituer, et on a même réussi à descendre à 750 grammes par mètre carré. Et l'avantage, en descendant à ces épaisseurs-là, toujours sur les technologies silicium, on arrivait à avoir des panneaux qui soient relativement souples, en tout cas conformables, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous voyez que finalement, ils sont fixés, donc non pas sur quelque chose de plat, mais sur le stratobus, le ballon, hein, le dirigeable. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est des conditions un petit peu extrêmes, certes. On continue aussi à intégrer, on travaille aussi sur l'intégration du PV sur des véhicules, hein. Donc on peut être sur le toit, sur les portes, sur le capot, etc. Ce qui peut permettre, bon an, mal an, plutôt sur une semaine, d'augmenter l'autonomie de 110 km, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc cette entreprise, notamment allemande, vise à développer aussi sur les camions, etc. Alors, la tendance du PV, du photovoltaïque, c'est le photovoltaïque, comme on dit, everywhere. On en met partout. Donc on connaît les centrales solaires, donc c'est très bien, mais il y a quand même un petit inconvénient, il y a quand même l'emprise au sol. Alors, une des tendances, c'est quand même d'essayer d'intégrer le photovoltaïque là où il est le moins impactant, et notamment, alors ce qu'on appelle en anglais le BIPV, Building Integrated Photovoltaic, utiliser le bâti qui va permettre de positionner le PV. Donc, il y aura des tensions qui seront moindres sur les matières, on va dire, structurales. Voilà, on peut mettre sur les toits, on peut le mettre sur les routes, on peut faire de l'agrivoltaïsme, on peut aussi faire du PV flottant, on peut mettre sur le résidentiel en intégrant sur des tuiles, etc. Voilà, donc c'est vraiment une tendance assez forte, c'est de développer des modules spécifiques. Et justement, les équipes que j'ai évoquées tout à l'heure qui travaillaient sur l'allègement, qui ont travaillé dans le domaine militaire, dans le domaine spatial, ça a conduit à la création d'une start-up, ça fait à peu près 2 mois, qui s'appelle Heliop, qui vise le déploiement de modules légers sur les toitures. Donc, je veux dire, ces sujets un petit peu de niche militaire spatiale, on essaie de les décliner pour travailler dans le domaine un petit peu pour monsieur tout le monde ou pour l'industrie. Et ça, c'est vraiment notre modèle, des brevets, et à partir de ces brevets, on va pouvoir créer une start-up. Alors, je vais passer sur un autre exemple. Maintenant, une fois qu'on a produit l'énergie, il faut la transporter vers le lieu d'utilisation. Et là, alors je vais donner un exemple, alors c'est peut-être aussi un petit peu extrême, mais c'est un exemple du transport de l'énergie dans le domaine des transports. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cet avion, je pense que oui. C'était le plus gros transporteur existant, enfin bientôt il n'existera plus, donc c'est l'A380. Alors j'ai une question, donc dans cet A380, naturellement il y a besoin d'électricité, donc il y a beaucoup de câbles dedans. Est-ce que vous auriez une idée de la quantité de câbles en centimètres, en mètres Pardon 1 2 kilomètres. Alors, en fait, il y a 500 km de câbles. Et ça représente 4 tonnes. Donc, naturellement, sur tout ce qui vole, l'ennemi, c'est le poids. Donc, une des idées pour les câbles, donc là, j'illustre ça, mais pour les câbles, c'est comment trouver un substitut abondant et léger au cuivre.
Depuis beaucoup d'années au CEA, et comme beaucoup de laboratoires, on travaille sur les nanotubes de carbone, et on s'est dit, ça pourrait être une bonne idée. Si on compare les propriétés intrinsèques du nanotube de carbone au cuivre, on a des densités de courant qui sont bien supérieures, une conductivité thermique qui est encore plus importante. En plus, la conductivité est indépendante de la température, contrairement au cuivre. Une tenue mécanique via le module Young qui est beaucoup plus importante, une densité beaucoup plus basse, donc voilà. Donc on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de travailler sur ces systèmes-là, mais la question quand même, c'est comment passer de quelque chose nano à quelque chose de micro, voire centimétrique, millimétrique, voire centimétrique. Alors, on a travaillé, comme c'est relativement classique, c'est une méthode de chimie, dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma atmosphérique, qui permet donc de faire croître des tapis de nanotubes, donc là vous voyez, tapis verticaux, à partir d'un catalyseur. Et donc c'est une technique relativement simple et classique. On s'est dit maintenant, comment on peut faire pour passer de ces tapis à faire des câbles? En fait, on a développé un système qui nous permet finalement de torsader et de regrouper ces nanotubes pour en faire des brins, et puis ces brins après les associer. Et in fine, on a pu arriver à faire on a sauté quand même à 3 ordres de grandeur, on est passé du nano au micro, puisqu'on a quand même réussi à faire donc des micro-câbles, donc 15 microns de diamètre. On a même réussi à faire des nœuds. On ne me demandait pas pourquoi, mais ça prouve la souplesse du système. Alors, tout n'est pas parfait parce que vous voyez, vous voyez quand même que quand on fait une coupe de ce câble, il n'est pas complètement dense. Donc on n'était quand même pas parfaitement comparable à du cuivre, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Et donc ça ouvre beaucoup d'applications. Alors on n'en est pas à alimenter RTE en câble pour le transport de l'électricité, mais en fait, une des premières sorties qu'on a réussi à avoir, finalement, c'est dans la connexion pour la microélectronique. Suite à ces développements un petit peu amont au CEA, on a pu travailler sur un projet européen avec IBM Zurich, où on a pu faire de la connectique microélectronique et donc substituer à de l'or, par exemple. Voilà. Alors, il y a encore du travail, et je pense qu'on a beaucoup... on a évoqué RTE, tu l'as évoqué tout à l'heure. RTE s'intéresse, en tout cas notamment par exemple, à faire des composites entre les nanotubes et le cuivre, pour limiter justement la consommation de cuivre et pour augmenter la tenue mécanique, quand même aussi importante pour les réseaux. Alors la conversion de l'énergie, maintenant on l'a transportée. Si on va la convertir, on peut la convertir sur un autre vecteur. Et là je vous parlais, je vous le donne en mille, de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, je pense que vous avez tous entendu parler de ce vecteur énergétique dont on parle énormément ces temps-ci. Voilà quelques chiffres. Qu'est-ce qu'un kilo d'hydrogène? On peut par exemple alimenter un véhicule, on va dire une Mirai, parce que la Toyota Mirai est un des véhicules hydrogène qui fonctionne et qui est commercial, en tout cas dans le monde, et on peut faire 100 km. Alors, le problème, c'est que le coût de production de l'hydrogène dépend quand même beaucoup des méthodes utilisées. Alors l'hydrogène demeure quand même, je dirais, un élément ou un vecteur qui a toujours cette densité d'énergie par rapport à tous ces produits carbonés. Et surtout, alors je reviens sur ces couleurs, ça a été évoqué ce matin, c'est juste pour dire, alors je vous rassure, l'hydrogène est incolore, mais nous ce qu'on souhaite, c'est vraiment travailler sur cette voie-là, sur l'électrolyse, en partant d'énergie vraiment électrique décarbonée pour fabriquer cet hydrogène. Alors, ce qui est important ici de montrer là, sur ce diagramme de Sankey, en fait, où on voit un genre de flux entre la production d'hydrogène et les usages. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce type de graphique, c'est l'épaisseur du trait où la flèche est proportionnelle, on va dire, au flux. Et ce qu'on souhaiterait, c'est finalement faire de telle sorte que ce petit trait très peu épais le devienne beaucoup plus, qu'on puisse produire à partir d'électricité verte l'hydrogène, contrairement aux techniques classiques, le reformage du méthane par exemple, et puis surtout qu'on puisse augmenter ce trait-là, qu'on puisse peut-être plus utiliser l'hydrogène dans les transports ou dans des industries on va dire énergie intensive, notamment dans les aciéries via la réduction directe du fer. Voilà. Alors,
Pour ce faire, on a ce qu'on appelle des dispositifs, c'est des électrolyseurs. Donc l'électrolyseur, hein, enfin, si vous vous souvenez de vos cours de chimie, donc c'est une méthode électrochimique qui permet donc, en alimentant en électricité, cet apport d'énergie extérieure va casser la molécule d'eau et donc libérer de l'hydrogène et de l'oxygène. Ici, dans ces dispositifs-là, contrairement à ce qu'on fait en chimie où on a un électrolyte liquide et 2 électrodes, là on a quelque chose, on va dire, de quasi solide. Et dans ces électrolyseurs dits basse température, parce qu'ils fonctionnent à température ambiante jusqu'à 90 degrés, pour que les réactions se fassent aux 2 électrodes, il faut rajouter des catalyseurs. Et manque de chance, vous voyez, voilà, on utilise des platinoïdes et puis et aussi donc de l'iridium, tout ça de la famille des platinoïdes. Dans ces membranes, donc l'électrolyte, c'est aussi donc c'est un polymère et là aussi pas de chance, polymère fluoré à base de naphion. Donc là encore une fois, on retrouve nos substances stratégiques et l'idée c'est de savoir comment on peut s'en débarrasser tant que faire se peut. Alors on a différentes approches, notamment sur les catalyseurs nobles platinoïdes. Et là, j'ai essayé de faire figurer, en fonction du degré de maturité, ce qu'on peut faire en recherche, essayer vraiment de faire fi du platine. On va substituer complètement le platine en utilisant d'autres systèmes vraiment en rupture. Et là, je citais juste un exemple, des catalyseurs à base de nickel bioinspirés. Alors, dans la chimie, il y a beaucoup de branches de la chimie. Il y a une branche de la chimie qui s'appelle la chimie biomimétique, où là on essaie d'imiter ce qui se passe dans le domaine vivant. Et puis il y a la chimie bioinspirée que je mettrai à un niveau un petit peu plus élevé, puisque là il ne s'agit pas seulement de copier, mais de s'inspirer de ce qu'il y a dans le vivant en termes de mécanismes et d'essayer de faire quelque chose à base de ça. Et là c'est ce qui a été fait, où en fait on s'est basé sur des enzymes, des hydrogénases, qui permettent de casser la molécule d'hydrogène. Et on a essayé de reproduire ça. Alors, les résultats sont encourageants. On n'a pas encore les mêmes cinétiques que peuvent offrir par exemple les platinoïdes, mais voilà. Ça veut dire qu'on a besoin de continuer les recherches sur ces sujets-là. Après, on peut toujours donc faire de l'économie matière sur les platinoïdes, toujours diminuer la quantité de platine, faire des structures corps-coquille, puisque le platine, comme ça a été dit, c'est un catalyseur. Les catalyseurs, de quoi on a besoin? On n'a pas besoin du cœur, on a besoin de la surface. Donc voilà, il faut avoir la plus grande surface. Et puis après, on peut travailler aussi sur les procédés d'élaboration, de dépôt de platine pour en minimiser la teneur. Alors, si je continue sur l'électrolyse, j'ai parlé d'électrolyse basse température et aussi l'électrolyse haute température. Alors, pour le coup, haute température, donc on travaille à peu près entre 600 et 850 degrés. Et là, l'avantage, c'est que finalement, on n'a plus besoin de catalyseur, puisqu'on fonctionne à haute température. Mais malheureusement, il n'y a pas que des avantages. Donc là, on a un système qui est tout solide. On a 2 électrodes, cathode, anode, et puis l'électrolyte solide qui est carrément conducteur d'ion O2-. Alors, on pense que c'est quelque chose d'assez simple, électrochimique. On a 3 couches. Alors là, je vous montre un petit peu. Alors, je vous dévoile la recette. Si on coupe en tranches un électrolyseur, enfin l'élément cœur d'un électrolyseur haute température, vous voyez un petit peu toutes ces couches. Et là, vous reconnaissez, encore une fois, malheureusement, certains éléments dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, donc des terres rares comme le lantane, le cérium, le gadolinium, le zirconium, le nickel, voilà. Donc, il s'agit pour nous d'essayer... Alors, ça, c'est quand même des technologies relativement nouvelles. Ça fait à peu près, on va dire, une petite vingtaine d'années sur laquelle on travaille. Et pour vous dire encore... Je dis c'est 3 couches, mais en fait c'est beaucoup plus de couches puisque, par exemple, on a des barrières de diffusion. Dès lors qu'on travaille avec trop de température, la température a la fâcheuse tendance d'activer des phénomènes de diffusion qu'on ne souhaite pas avoir dans le dispositif, donc on rajoute des couches barrières. Deuxième particularité de ces systèmes, c'est comme ça fonctionne à haute température, il faut bien le démarrer. On démarre de la température ambiante et on va chauffer jusqu'à 700 degrés. En chauffant, qu'est-ce qui se passe? Les matériaux, ils se dilatent. Sauf que quand on a beaucoup de matériaux comme ça, ils ont la fâcheuse tendance à ne pas se dilater de la même manière. Donc on a une recette en fait qu'on doit utiliser, c'est-à-dire déployer des différentes compositions, des gradients de composition pour accommoder les différences de gradients les gradients de coefficient de dilatation.
Voilà, donc ça c'est une technologie très prometteuse et on n'a pas encore travaillé sur le recyclage de ces objets-là, mais je pense qu'on va commencer relativement rapidement. Alors stockage de l'énergie, je vais aller relativement vite. Bon, on a parlé des batteries lithium-ion, vous en savez beaucoup plus que moi maintenant et ce qui a été présenté ce matin, juste pour vous montrer un petit peu la zoologie. Typiquement sur les matériaux de cathode. Vous voyez, il y a beaucoup de matériaux. On a mentionné quelques matériaux clés, le lithium fer phosphate, et puis on a mentionné notamment le NMC pour nickel, manganèse, cobalt, où en fait on mène beaucoup de développement, notamment avec des industriels, des grands chimistes, on va dire européens, qui fournissent la filière batterie, pour quoi faire? Pour diminuer les quantités de cobalt, mais malheureusement, en diminuant le cobalt, on reporte ce qu'on gagne en cobalt en augmentant la quantité de nickel. Voilà, bon, c'est un peu, mais ce sont les développements réellement en cours que l'on fait. De l'autre côté, donc côté anode, donc on va parler des différents matériaux ce matin, et notamment du silicium, qui aurait des propriétés beaucoup plus importantes en termes de capacité spécifique par rapport au carbone, au graphite. Et justement, à cet égard, alors c'est après que j'en parlerai, alors oui, on parle du lithium-ion, mais il y a aussi beaucoup de développement après le lithium-ion. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire après? Ça a été évoqué ce matin, effectivement, le sodium-ion. Donc je confirme, effectivement, il y a la société Tiamat, une start-up issue de l'université d'Amiens, et puis via le réseau RS2E en France, on va dire le réseau des batteries, on a pu réaliser la première batterie réelle sodium-ion. Après, donc, il y a eu le lithium-soufre. On a aussi tout ce qui est batterie organique. Donc, il y a beaucoup de pistes. Maintenant, il faut savoir aussi où mettre les efforts pour réellement impacter et pour éviter de diluer nos efforts. Mais vous inquiétez pas, il y aura des suites par rapport au lithium-ion classique. Voilà, bon, là, c'est un petit peu les degrés de maturité. Voilà, je voulais citer un exemple, un projet européen auquel on a fait partie avec Varta Micro-Innovation, où en fait l'idée c'était de substituer donc le graphite de l'anode d'une batterie lithium-ion par donc un composite silicium, on va dire silicium-carbone, qui a été fabriqué par la société Nanomakers, qui développe une technologie qu'on appelle la pyrolyse laser, dont à partir d'un précurseur liquide ou gazeux, le laser va décomposer ce précurseur et va permettre donc une nucléation de nanoparticules avec une granulométrie extrêmement resserrée. Donc c'est très très intéressant en termes de pureté. Et on a pu développer ce type de solution, et la société Nanomakers en fait développe et commercialise ces... Presque fini. Au bout du temps, d'accord. Bon, alors je vais aller beaucoup plus vite. J'avais un exemple sur les aimants permanents, juste le terminer. Bon, ça a été évoqué ce matin sur l'intérêt des néodymes fer-bore. Voilà, on a démarré il y a quelques années un projet, c'était franco-allemand, dans le domaine du recyclage des aimants permanents. Où en fait, le moteur, c'était quoi? C'était Bosch. Bosch disait, moi, j'ai tous mes matériaux électroportatifs qui ont des moteurs électriques, et on a beaucoup d'aimants dedans, on ne sait que faire. Est-ce qu'on pourrait les récupérer, les revaloriser pour refaire des aimants? Et l'idée, c'était de travailler alors en boucle ouverte, mais aussi en boucle fermée, en refabriquant des aimants permanents. Et cette stratégie, en fait, voilà, c'est la stratégie des 3 R que l'on déploie au CEA. Donc remplacer les terres rares les plus critiques dans les nouvelles compositions. Donc substituer notamment l'anodine par le cérium et le lantane, travailler sur des nouvelles phases complètement disruptives sans terres rares, réduire la consommation aussi de terres rares, notamment du dysprosium qui est le plus critique, et puis travailler sur le recyclage, notamment le recyclage en boucle fermée et en boucle courte, où on a travaillé notamment avec General Electric sur des aimants d'éoliennes. Il y a à peu près 800 kg d'aimants par mégawatt d'éoliennes. Et donc l'idée c'était d'intégrer, on va dire, on a pu intégrer jusqu'à 50% de matière recyclée, et donc 50% de matière vierge, et on maintenait les mêmes propriétés magnétiques. Ouais. Voilà. Et donc les perspectives, bon, je vais aller très rapidement. Voilà, donc l'efficacité matière, c'est quelque chose de très important pour accélérer cette transition énergétique. La substitution, c'est pas seulement le matériau, il y a aussi les aspects procédés.
Ce que je veux dire, voilà, l'éco-conception, l'éco-innovation, c'est vraiment très important et leur méthode. On a parlé d'analyse de cycle de vie ce matin, notamment dans un organisme. On essaie de déployer les formations analyse de cycle de vie auprès de nos chercheurs pour qu'ils puissent avoir des outils de développement et puis d'aide à la décision. Donc ouais, le rapprochement avec les SHS. Et puis finalement, parce que c'est quand même le sujet, et j'espère que j'ai pu démontrer l'utilité de la chimie sous toutes ses formes, en tout cas pour contrecarrer la problématique des métaux stratégiques. Alors, juste deux points très rapides. Il y a et ça c'est l'actualité, on a ce qu'on appelle les programmes équipements prioritaires de recherche. Il y a un programme qui s'appelle Diadème et qui permet justement de développer des nouveaux matériaux grâce au numérique, à l'intelligence artificielle. Et l'idée c'est quoi? C'est ce qu'on appelle de diminuer le temps from lab to fab, du laboratoire à la fabrication. Donc comment accélérer ces développements? Et donc en utilisant tous les outils, on va dire, numériques et l'intelligence artificielle. Et puis de la même manière, il y a aussi un PEPR dédié au recyclage. Et puis je vous encourage à regarder, alors ce sera avant la fin de l'année, le numéro de Clé, donc c'est une revue que publie CEA, peut-être que certains d'entre vous, certains enseignants connaissent cette revue, qui sera dédiée à l'économie circulaire, dans laquelle on fait beaucoup allusion aux métaux stratégiques. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bouillet. Vous nous avez donné des exemples d'éco-conception, à la fois variées et multiples. Et tout le monde commence à avoir entendu le concept d'éco-conception, mais il reste peut-être un petit peu vague d'habitude. Donc, votre intervention est tout à fait bienvenue pour illustrer ces affaires-là. Est-ce qu'il y a des questions peut-être auprès de... Oui, je vois une main qui se lève. Oui, merci pour votre exposé. Sur les 11 à 12 kilos par mètre carré des panneaux photovoltaïques, combien vous en recyclez et de quel matériau est recyclé et retiré de ces panneaux? Alors, actuellement, globalement à l'échelle européenne, ce que l'on fait, c'est on ne recycle pas complètement, on démantèle les panneaux. Ce qui est récupéré, c'est le frame en aluminium, généralement. Alors, nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin, notamment via des projets européens. On a un très beau projet européen qui a démarré, où beaucoup d'entités du CEA sont impliquées, entre autres, et puis des collègues européens. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, comme vous avez vu, en fait, on se retrouve toujours sur des multicouches, finalement. On a des multicouches de matériaux. Et l'idée, c'est d'éviter ce qui a été évoqué un peu ce matin, de prendre un panneau solaire, de tout broyer, puis de se dire après, je vais essayer de séparer en faisant de la chimie, etc. Et là, c'est plutôt essayer de faire de la séparation physique. Donc déjà, comment enlever le verre, donc comment démanteler le verre, comment essayer de récupérer aussi le silicium et essayer de garder le plus intègre les éléments constitutifs. Donc ça, c'est vraiment des approches que l'on observe au niveau européen. Alors, elles ne sont pas encore matures, c'est clair, mais on travaille avec des grands recycleurs nationaux européens qui s'intéressent de plus en plus, puisqu'il faut savoir, et je pense que ça a été évoqué aussi tout à l'heure, ce qui va arriver très bientôt chez les recycleurs, ce seront des panneaux photovoltaïques qui ont été développés il y a 30 ans. Donc ce seront des panneaux photovoltaïques qui seront très très riches en toutes les substances qu'on essaie de diminuer actuellement. Donc ce sera extrêmement rentable de les recycler. Et donc voilà, donc on a des techniques par exemple liées aux fluides supercritiques qui permettent de désolidariser certaines couches dans les panneaux photovoltaïques. Et c'est encore au niveau de la recherche et des niveaux de TRL relativement en bas. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Une main qui se lève à droite, c'est M. Foulon. Bonjour, merci. Je n'ai pas très bien compris, alors peut-être ça serait une réponse personnelle, peut-être que toute la salle a compris. Je n'ai pas compris dans les piles, si vous voulez, comment vous substituez le rôle, comment ça s'est passé, quand vous substituez le platine par ce que vous avez appelé le nickel bio-inspiré. Ça ne m'a pas inspiré, si j'ose m'exprimer. Ça vous a inspiré, d'accord, ok. Alors, oui, je ne suis pas rentré dans les détails. En fait, on utilise, donc on essaie de copier une hydrogénase qui est une enzyme, donc ça s'est fait par synthèse. Et cette hydrogénase, alors, contient quand même du fer, elle peut contenir un petit peu de nickel, et c'est ça qui a pour office,
quelque part de jouer comme un rôle de catalyseur en substitut des platinoïdes. Je résume très très rapidement. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus experts que moi. Encore une fois, je ne suis qu'un porte-parole de 20 000 chercheurs. Alors tout le monde ne travaille pas sur ces sujets-là, mais voilà. Mais c'est quelque chose qui est quand même très très prometteur, mais qui demande encore des développements pour être compétitif par rapport aux solutions existantes. D'accord. D'autres questions? Écoutez, on va remercier donc de nouveau M. Bouillet pour sa belle intervention.